Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. 3 ans après les pourparlers inachevés, Istanbul, la capitale turque, accueille de nouveau pourparlers de paix directe entre l'Ukraine et la Russie. Directe et peut-être trop dire, vu que le président russe Vladimir Poutine, qui a laissé planer le doute et le suspense sur sa présence jusqu'à la dernière minute, ne sera pas de la partie et que Zelensky, qui rêvait aussi de faire face à Poutine, décide de décliner. Alors que Donald Trump, qui avait conditionné sa présence par celle de Poutine, aura de belles raisons de ne pas y être. Bref, des pourparlers directs certes, mais sans la présence des leaders, même si leur présence n'est pas la condition essentielle. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Nicolas Mirkovic, essayiste, mais également analyste des questions internationales et auteur de plusieurs ouvrages. Nicolas Mirkovic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est toujours un grand plaisir. Alors, Nicolas Mirkovic, des pourparlers qui ont commencé aujourd'hui et ce soir en Turquie, des pourparlers qui rappellent un peu celles d'il y a 3 ans, qui se sont déroulées au même endroit, mais qui n'avaient pas vraiment abouti entre l'Ukraine et la Russie à l'époque, alors que le conflit venait de commencer. Pour vous, selon vous, Nicolas, pourquoi ces pourparlers sur l'Ukraine soulèvent-ils autant la polémique avant même leur commencement? Et on verra par la suite comment les choses se sont déroulées avant que, justement, ces pourparlers commencent. Alors, il y a un très grand bras de fer en ce moment. N'oublions pas que nous sommes dans une situation d'une guerre qui a commencé déjà en 2014, après un coup d'État organisé par des puissances occidentales en Ukraine pour installer des bases et former l'armée ukrainienne contre la Russie. Ça, c'est un élément qui est important. Il y a une guerre civile entre Ukrainiens de 2014 à 2022. Et en 2022, la Russie a pris la décision d'envoyer des troupes en Ukraine. Alors, très rapidement, Zelensky, les équipes de Zelensky et de Poutine ont discuté début 2022, donc au printemps 2022, après l'invasion russe. Ils étaient proches d'un accord, nous le savons aujourd'hui. David Arakamia, qui est député du parti Serviteur du Peuple, qui est le parti de Zelensky, l'a dit, Naftali Bennett l'a dit, l'ancien Premier ministre israélien, plusieurs personnes qui étaient proches du dossier ont parlé de ces accords qui étaient proches. Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a débarqué et a dit à Zelensky qu'il ne fallait surtout pas signer un accord de paix. Et ensuite, la guerre s'est amplifiée, comme nous l'avons vu, et plusieurs centaines de milliers de morts plus tard, nous arrivons à cette situation. Cette situation a été, on va dire, facilitée par la volonté des États-Unis de mettre un terme à la guerre. Alors, je mets des guillemets autour de ce terme, de mettre un terme. Oui. Les États américains veulent se retirer parce que cette stratégie d'affaiblissement de la Russie, non seulement n'a pas fonctionné, mais s'est retournée contre les atlantistes. Les sanctions n'ont pas marché. Et c'est la Russie qui est en train de gagner militairement. Pour autant, Trump a dit qu'il voulait mettre fin à la guerre et il a entamé des discussions et avec les Russes et avec Zelensky. Dans ce jeu nouveau, l'Union européenne, surtout quelques membres de l'Union européenne, notamment la France, l'Allemagne, aidée par la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne, jouent les durs dans cette histoire. Ils ont dit qu'ils allaient imposer des sanctions terribles qu'on n'avait jamais vues. Je rappelle qu'il y en a quasiment déjà 30 000 depuis 2014 qui sont imposés à la Russie par des pays atlantistes essentiellement, et qu'ils intimaient un cessez-le-feu à Poutine lundi dernier. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu lundi, et Poutine a répondu voilà, il n'a même pas, je pense qu'il n'a même pas répondu à cette demande de cessez-le-feu. Il a dit qu'il était prêt à entamer des négociations en direct. Donc pour résumer, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et oui. Zelensky est venu aujourd'hui en Turquie pour négocier. Et il y a une délégation russe qui est arrivée. Ils n'ont pas encore entamé les discussions et on ne sait même pas si Zelensky va y participer.
Eh ben justement, Zelensky, vu que Poutine avait annoncé le fait qu'il son absence, on va le dire comme ça, avait fait quand même quelques commentaires et quelques critiques en disant que la Russie a envoyé pardon, une délégation, je dirais, sous-représentée, c'est-à-dire qu'il aurait aimé peut-être avoir affaire à Poutine en personne. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de la part de Zelensky de vouloir s'asseoir aujourd'hui d'emblée avec le président russe Vladimir Poutine, entre Bien guillemets, hein. évidemment, c'était inconcevable que Vladimir Poutine arrive lors de cette rencontre et après 3 ans qu'on va dire de corridor Oui. de réseau de négociation coupé, d'arriver et de discuter en direct avec Vladimir Zelensky. C'est pas comme ça que fonctionne la diplomatie. Quand des présidents ou des chefs d'État se rencontrent pour signer des contrats, pour signer des traités, vous imaginez bien qu'il y a eu des heures et des heures de travaux qui ont été menés par des délégations de chaque parti, avec des techniciens, avec des spécialistes, avec différents éléments, avec différentes étapes de validation. Russes et Ukrainiens ne se sont pas parlé en direct depuis 3 ans. Il était impossible qu'ils se remettent autour de la table avec chacun une liste de demandes. Ces affaires de demande, c'est la règle diplomatique, sont réalisées, sont examinées par des équipes de spécialistes. Et la Russie a envoyé une équipe de spécialistes avec quasiment le responsable de l'équipe était la même personne qui a participé aux négociations avec l'Ukraine il y a 3 ans. Donc, ce n'est pas vrai que ce n'est pas une équipe de second couteau. Ce sont des techniciens, des spécialistes et qui sont là pour aborder les différents sujets, commencer à faire les listes de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, définir les lignes rouges, définir même les agendas, le côté technique. Et c'était complètement illusoire que Vladimir Poutine soit associé à ça. Et je pense que Zelensky a tenté de nouveau un coup de communication en disant je suis venu en Turquie et Poutine n'est pas là, comme si Poutine avait peur. C'est juste que Poutine n'a rien à faire là. Il faut que les équipes discutent entre elles. Et je pense qu'en plus que Vladimir Poutine n'a pas beaucoup de respect pour Vladimir Zelensky et que Poutine n'a pas du tout envie de discuter avec Zelensky. N'oublions pas, et je pense que c'est le cas, Mykola Azarov, l'ancien Premier ministre ukrainien, a dit que Vladimir Zelensky était une marionnette des États-Unis. Et aujourd'hui, le problème de fond en Ukraine, il est à gérer entre Washington et le Kremlin. C'est quelque chose que même Donald Trump reconnaît. Il reconnaît l'origine américaine de ce conflit, du désastre en Ukraine. Il a lui-même dit que Zelensky n'avait fait que mettre de l'huile sur le feu avec Joe Biden. Et Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, a dit que cette guerre est une guerre par procuration entre Washington et Moscou. Donc, si vous voulez, on ne peut pas être plus clair. Donc, cette guerre s'arrêtera quand Washington et Moscou se seront mis d'accord, pas avec Zelensky. C'est certain. Et dans ces cas-là, à quoi servent finalement toute cette mise en scène des pourparlers aujourd'hui en Turquie, si réellement la solution finale est entre les deux puissances et que Zelensky n'est qu'une façade, et ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt la Russie et plus précisément le ministre des Affaires étrangères russe? Oui, alors je dirais, il y a un côté théâtral et c'est pas pour rien que les atlantistes ont choisi un acteur professionnel quand ils ont voulu La Turquie. pousser l'Ukraine vers la guerre. Il y a un côté de théâtralisation et les atlantistes font ça depuis longtemps. Vous savez, il y a toujours un grand show, un grand spectacle, on dramatise tout. La diplomatie normale, historique, elle n'est pas du tout comme ça. Elle se fait dans la modération, dans le calme, dans la discussion. C'est ça l'art de la diplomatie. Ils veulent théâtraliser ça pour montrer des images à la télévision. Qu'est-ce qu'on va montrer ce soir en France et dans le reste du monde occidental? Regardez, Vladimir Poutine a peur de Zelensky, il ne veut pas négocier la paix. C'est une rhétorique que nous connaissons bien. Les experts de la région, ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les rouages de la diplomatie, ne vont pas tomber dans le panneau. Mais c'est pour ça que Zelensky a fait cela. Il savait très bien que Poutine ne viendrait jamais, mais il va ramener des images qu'il va pouvoir vendre à ses fans et qui va pouvoir vendre aux télévisions occidentales qui vont montrer ça ce soir et qui ne vont pas du tout rentrer dans les détails d'une négociation diplomatique. Et la plupart des médias occidentaux ce soir ne vont pas rappeler non plus que Russes et Ukrainiens ont déjà discuté ensemble en 2022, qu'à cette époque-là, Zelensky et Poutine ne se sont pas parlé du tout. C'est normal, les présidents et les responsables arrivent une fois que les discussions sont terminées et évidemment, ils valident en coulisses quand leurs équipes reviennent. Donc, ça fait partie du jeu atlantiste. Voilà, je pense que c'est ni qu'il novice sous le soleil, ni a rien de nouveau sous le soleil.
Eh ben, justement, comment vous qualifiez, Nicolas Mirkovic, le fait que avant, c'est-à-dire très tôt ce matin, avant même que les pourparlers, les négociations ne commencent, déjà il y avait un échange d'insultes entre les deux pourparlers ou les deux, plutôt les deux parties, à savoir, pour en citer quelques-uns, alors pendant que Zelensky disait que la Russie ne prend pas au sérieux ces négociations parce que Poutine avait décliné, qu'il avait annoncé qu'il ne serait pas là. D'ailleurs, à aucun moment, il n'a dit qu'il allait être présent. Ça, c'est pour l'honnêteté intellectuelle. Et de l'autre côté, la Russie qui traite donc Zelensky de clown, de façade, de pathétique et surtout de façade de l'Europe. En fait, je veux dire que ce n'est pas lui qui vraiment manipule ou gère réellement la crise ukrainienne, que c'est l'Union européenne qui est derrière lui. Je trouve ça regrettable, quel que soit le camp. Je trouve que la diplomatie ne doit Oui. pas se régler sur des réseaux sociaux, en public. C'est donner une mauvaise image. Et même si ces personnes pensent cela, ça ne se dit pas en public. Je regrette ce terme Oui. de politique moderne qui est pas efficace. En tout cas, ce n'est pas avec cet état d'esprit qu'on peut rentrer dans une discussion, même si on peut avoir une très grande animosité pour la personne qui est en face. Et si on va Faut-il entamer une pour autant le négociation, montrer, voilà. voilà, c'est ça. Il faut pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le montrer publiquement. Je pense que c'est clair que Zelensky ne pilote pas l'Ukraine aujourd'hui, et ce n'est pas que la Russie qui le dit. Aujourd'hui, sans l'aide des États-Unis, sans l'aide de l'Union européenne, sans l'aide du FMI, il n'y a plus d'Ukraine du tout. Zelensky ne contrôle rien. Ce sont des militaires de l'OTAN qui pilotent les militaires de l'Ukraine dans la grande majorité des cas, et beaucoup d'armes sophistiquées qui sont envoyées par l'OTAN, les membres de l'OTAN à l'Ukraine, sont pilotées directement sur place par ces soldats de l'OTAN, et c'est eux qui donnent les instructions à Zelensky. Donc Zelensky est une marionnette, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est ce qu'avait même dit l'ancien Premier ministre ukrainien Mykola Azarov. Donc c'est pas lui qui contrôle. Et je pense que ce qui doit être détestable pour les Russes, c'est de savoir que Zelensky ne contrôle rien, et de voir Zelensky qui s'affiche, Oui. qui lance des invectives. Et il ne faut pas rentrer dans le jeu. Je pense qu'il faut continuer à être à la tête froide dans ce type de situation et savoir qui sont les vrais commanditaires de cette guerre et discuter en direct avec ces personnes. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est justement ces échanges d'insultes, parce qu'on est très loin de la diplomatie aujourd'hui, peuvent affecter le bon déroulement des pourparlers et des négociations? Un petit peu, oui. Je pense qu'on va un petit peu, oui. Mais je pense, voilà, on est dans une génération, malheureusement, les gens disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Sur le fond, on va voir ce qu'ils mettent sur la table. C'est ça ce qui est important. Et je rappelle, il y a une étape, je pense que pour plaire à Trump, les deux parties, enfin, ou pour plaire, en tout cas pour montrer, pour aller dans la voie de Trump, les deux parties vont discuter ensemble. Mais la négociation va être décidée par Washington. C'est-à-dire que Zelensky peut dire ce qu'il veut, ou ses représentants peuvent dire ce qu'ils veulent à leurs homologues russes. À la fin, c'est les États-Unis qui vont décider ce qui est acceptable ou pas. Et peut-être qu'ils ne vont pas se mettre d'accord. Oui. Mais ce n'est certainement pas Zelensky qui va décider. Lui, il dépend des puissances étrangères. Il ne peut pas vivre sans les États-Unis, sans les. Zelensky, au début, avait dit qu'il n'aimait pas trop, qu'il était contre la proposition de Poutine. Et c'est Trump qui a dit Zelensky, il faut que tu ailles, il faut que vous y alliez. Donc ça montre à quel point Zelensky est indépendant. Nicolas Mirkovic, déjà, avant de commencer, il y a quand même des tensions, c'est assez tendu, que ce soit dans le verbe ou même dans certaines réactions. Il est vrai que les deux délégations sont déjà là, en Turquie, sont déjà arrivées, qu'elles soient donc ukrainiennes ou russes. Le problème, c'est que on ne sait pas finalement ce qu'il y a comme clause, ce que comporte ces pourparlers et ce dialogue de paix, parce que finalement, ce que veut la Russie n'est pas ce que veut forcément l'Ukraine. On parle d'un cessez-le-feu pour Zelensky, il veut obtenir un cessez-le-feu à partir de ces pourparlers d'aujourd'hui, alors que la Russie veut carrément un arrêt des hostilités durable. Il sera très difficile de concilier les deux. Comment, selon vous, il sera aujourd'hui procédé? Je pense que voilà mon analyse. Les Russes, depuis le début, ont été très clairs sur, je pense, les éléments majeurs qu'ils veulent défendre. Ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ils veulent que l'Ukraine reste un pays neutre. Je rappelle que la Russie, tout au long de son histoire,
a été envahie par la terre, en Occident, que ce soit par les Français, que ce soit par les Allemands 2 fois, que ce soit par les Polonais, que ce soit par les Lituaniens, que ce soit par les Suédois. Donc cette zone frontalière avec l'Ukraine, même au nord avec la Biélorusse, est stratégique pour la Russie. Donc elle ne peut pas se permettre d'avoir une organisation anti-russe sur sa frontière. C'est aussi simple que ça. Ils ont parlé de dénazification de l'Ukraine, ça voulait dire que l'Ukraine cesse d'être un pays anti-russe, et ça c'est une idéologie qui a été amenée par les Américains, par les atlantistes et les bandéristes et le soutien des mouvements néo-nazis qui ont irrigué dans la scène politique, irrigué la scène politique ukrainienne. Et voilà, ce sont les demandes, et les Russes veulent garder les territoires qu'ils ont conquis au prix du sang. Les Ukrainiens de leur côté, enfin Zelensky de son côté, veut un cessez-le-feu, et il veut récupérer ces territoires. Même les Américains ont dit à Zelensky c'est illusoire de récupérer ces territoires. Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, l'a dit, Marco Rubio l'a dit, et Donald Trump l'a dit. Et il veut un cessez-le-feu pour pouvoir entamer des négociations. Le problème, c'est que les Russes ne font pas confiance à l'Ukraine. Pourquoi ce cessez-le-feu? Quelles négociations? On ne sait pas exactement quelles sont les demandes de Zelensky. On peut imaginer que Zelensky veut tout le contraire de ce qu'a demandé les Russes, si on l'écoute. Il veut pouvoir entrer dans l'OTAN. Il veut garder le soutien de l'OTAN et il veut garder l'idéologie anti-russe, la développer. Et n'oublions pas qu'une bonne partie des Ukrainiens, encore aujourd'hui, même dans les territoires qui ne sont pas contrôlés par la Russie, parlent russe et se considèrent comme russes. La situation est plus compliquée qu'on le pense. Donc évidemment, ils ne peuvent pas s'entendre. Donc il faut qu'il y ait un arbitre à un moment. L'ONU est complètement absent, comme dans la plupart des conflits à travers le monde aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Donc on peut imaginer que les États-Unis qui détiennent les clés de la solution parce que c'est le bailleur de fonds de Zelensky, vont mettre les lignes rouges, ils vont dire ce qui est acceptable ou pas. Mais sinon, on ne voit pas. Aujourd'hui, sur le papier, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il y a une partie entrée en matière où ils vont discuter ensemble à Ankara bientôt, parce que là, pour l'instant, ça sera peut-être demain, on ne sait pas, visiblement pas aujourd'hui, mais qu'à la fin, suite à ces négociations, les Américains vont peser dans la balance, dans un sens ou dans un autre. Dans ces cas-là, peut-on fonder de grands espoirs sur ces débuts de pourparlers? Parce que ça semble quand même être le début de longs pourparlers qui vont suivre, d'autres rounds qui vont suivre. Est-ce qu'on peut faire vraiment ou fonder beaucoup d'espoir sur ces pourparlers, justement, Nicolas Mirkovic, surtout après les dernières déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui dit ne pas vraiment avoir de grandes attentes de ces pourparlers? Alors, je ne veux pas faire de spoiler et je suis désolé pour le terme anglais, mais il ne sortira rien de grand de ces discussions aujourd'hui. Ces discussions, c'est une étape, c'est de la façade. Elle est indispensable. Je pense que c'est quand même important. Les deux pays n'ont pas discuté en direct depuis 3 ans. Je pense que c'est quand même bien. Mais maintenant, ça va prendre du temps. Donc ça, rien d'extraordinaire sortira là, mais c'est un début. Et vous savez, chaque chemin de paix commence par une communication, par une négociation. Même s'il est difficile, même s'il y a des invectives, c'est déjà bien que les deux parties parlent. Maintenant, la réalité, comme je l'ai expliqué, c'est que les États-Unis, eux, vont peser dans la balance à la fin, ou en faveur de la paix, ou en faveur de la guerre. Aujourd'hui, Donald Trump peut arrêter tout de suite la guerre si il se met d'accord avec la Russie sur les termes mis en avant par la Russie. Maintenant, je ne pense pas que Donald Trump va donner un chèque en blanc à la Russie, mais ce que demande la Russie ne paraît pas, impossible à négocier. Le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, qu'elle demeure un pays neutre, c'est quelque chose qui ne me paraît pas impossible à accepter, d'autant plus que c'est un sujet qui ne va pas faire de dommages aux États-Unis. Maintenant, n'oublions pas un élément. Il y a une voie de dialogue en direct maintenant entre Washington et Moscou, ce qui n'existait pas avant avec Biden, et qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont négociés. La crise, la guerre en Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Russes et États-Uniens discutent aujourd'hui des missiles balistiques à moyenne portée, de l'ancien traité ciel ouvert, du nucléaire, de l'agricole, du Moyen-Orient, de la Palestine, de l'Iran, de la Chine, de l'Asie, de l'Afrique. Il y a énormément de sujets qui sont sur la table et je pense, et ça, Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, il veut un accord pérenne. Il veut pas juste un cessez-le-feu ou quelque chose qui va durer quelques mois. Il ne fait pas confiance aux États-Unis parce que les Américains, les Atlantistes ont déjà trahi leur parole. Souvenez-vous, si Minsk II, qui avait été signé entre les Russes et les Ukrainiens, entre les séparatistes russes et les Ukrainiens, avec comme garant la Russie, l'Allemagne et la France, avait été mis en place,
le Donbass ferait partie de l'Ukraine aujourd'hui. Et il n'y aurait pas tous ces centaines de milliers de morts. Et nous savons, par Merkel, par François Hollande, par même l'ancien président Petro Poroshenko d'Ukraine, que ces accords ont été mis en place et n'ont pas été suivis parce qu'ils voulaient aider l'armée ukrainienne à se battre contre la Russie. Donc les Russes ne vont pas faire confiance aux atlantistes une deuxième fois. Donc il y a tous ces sujets qui vont être discutés. Et c'est quand ils se seront mis d'accord sur quasiment tous ces sujets, il y aura peut-être des zones de conflit à part procuration, mais quand ils se seront mis s'ils se mettent d'accord sur l'ensemble de ces sujets entre Américains et États-Uniens, là, le conflit ukrainien s'arrêtera. Mais pas avant. Oui, justement, Nicolas Merkovitch, à plusieurs reprises, donc Moscou avait décrié le fait peut-être que ce qui explique aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus faire confiance à l'Ukraine ni à Kiev et encore moins aux Européens, c'est les accords de Minsk qui ont été à l'origine même, leur violation a été à l'origine même de ce qui arrive aujourd'hui, ce qui se passe comme guerre aujourd'hui en Ukraine. Ce que veut finalement Moscou, c'est tout simplement avoir des garanties sur les discussions qui devraient porter sur les causes profondes du conflit. Est-ce que ces causes profondes seront abordées selon vous lors de ces pourparlers ou lors des prochaines pourparlers, parce que certainement il y en aura d'autres, hein? Oui, je pense. La Russie a annoncé ses causes majeures depuis le départ. Oui. La Russie ne veut pas de risque sur sa frontière. N'importe quel pays peut comprendre ça. Qu'est-ce que les Américains ou même les Français, les Allemands les font sur la frontière russe? Ça n'a pas de sens. Imaginons que demain, la Russie ou la Chine commence à mettre des bases ou des armées ou commence à former l'armée mexicaine au sud des États-Unis. Je pense que Washington verrait ça d'un mauvais œil. Donc, que demandent les Russes? Que les armées atlantistes, les armées de l'OTAN partent et que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN parce que c'est une organisation anti-russe. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué à comprendre. Donc là, je pense que ce sujet va être rappelé, même aux Ukrainiens, en disant que, alors les Ukrainiens, ils diront, mais quelle est notre garantie que vous ne nous enverrez plus? Eh bien, évidemment, ça devrait être négocié. Ça devrait être discuté en disant, si vous n'entrez pas dans l'OTAN, si vous demeurez un pays neutre, on s'engage à ne pas prendre plus de territoire. Ça fera partie de la négociation. Et ça peut pas aller que dans un sens, c'est évident. Chaque partie devra faire des concessions ou mettre quelque chose dans la balance pour rassurer l'autre partie. Mais je ne vois pas du tout comment la Russie pourrait revenir sur ces points. C'est existentiel pour la Russie. C'est-à-dire que si elle laisse l'Ukraine devenir un pays de l'OTAN et qu'en même temps elle cultive cet esprit bandériste nazi anti-russe, c'est un risque existentiel sur son territoire. Et là, avec l'Ukraine qui pourrait mettre des missiles qui mettraient Saint-Pétersbourg, Volgograd ou Moscou à quelques minutes de tir avec des têtes nucléaires, de vecteurs avec des têtes nucléaires, c'est inconcevable. Donc oui. Ça, je pense qu'ils vont le rappeler et ils vont dire, écoutez, nous, ça, on va continuer la guerre parce que sinon, ça n'est que partie remise. Et c'est ce qu'a dit Poutine. Il veut quelque chose de pérenne qui dure dans le temps. Donc, il veut vraiment quelque chose de solide et qui va assurer la stabilité de la région et par conséquent de l'Europe et d'une partie de l'Asie pendant longtemps. Merci beaucoup Nicolas Merkovitch, d'autant plus que je le rappelle, c'est ce qui a donné justement du fil à retordre à Moscou lorsque cette adhésion donc à l'Europe qui menaçait à chaque fois pour l'Ukraine et à l'OTAN, ce qui représentait une véritable menace. Donc c'est un retour au point de départ si l'Ukraine n'accepte pas justement ces conditions. Merci Nicolas Merkovitch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes essayiste, analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.